On va commencer tout doucement, comme ça, moi, ça me permet de faire mon introduction en attendant que les derniers arrivent tout doucement. Donc, juste en information pratique, donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que ça arrive que j'ai quelques problèmes de micro, mais donc le webinaire, il est enregistré et il est mis à disposition après, par la suite, ceux qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce temps d'échange donc dans le chat. J'aurai ma collègue qui est déjà présente, donc Sandra, qui suivra, et moi aussi, et on essaiera de répondre un peu au fil de l'eau. On est donc ensemble à peu près 1 heure et demie. Voilà. Donc, combien on est? Hop, est-ce que je me présente? Alors, donc j'en connais quelques-uns d'entre vous, mais pas tout le monde. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Lucie Bernard. Je suis basée en Bourgogne-Franche-Comté et je suis chargée de mission en transition agroécologique et climatique à Tram. Et j'accompagne aussi notamment l'un de nos réseaux adhérents, qui est donc la Fédération régionale des groupes d'études et de développement agricole de Franche-Comté. Donc, je vais juste vous dire quand même quelques mots sur Tram. Donc, Tram, nous sommes une association nationale de développement agricole reconnue ONVAR. Donc, on peut dire que notre ADN, c'est l'innovation collective et que grâce à nos démarches de recherche-action, nous accompagnons les collectifs agricoles et les acteurs des territoires en France autour de 4 grands axes qui sont la transition agroécologique et climatique, la transition alimentaire, la transition organisationnelle et humaine et la valorisation des externalités positives. Donc, Tram, c'est aussi un centre de formation. On forme des animateurs, des conseillers, des responsables de collectifs, des enseignants. Enfin, voilà, on a un public assez varié. Et on a aussi un centre, on est aussi reconnu centre de ressources avec des ressources qui sont mises à disposition de tous et toutes sur notre site internet. Voilà. Notre équipe est donc répartie en France, entre Paris et les régions. Le siège social est à Paris. Et on a 10 adhérents aujourd'hui qui se regroupent autour de collectifs nationaux ou régionaux. Donc, on compte par exemple les Spiriniers de France, les Houblonniers, la FRG de Franche-Comté, Carabel Canopé, qui est une association en Bretagne, et encore d'autres, dont des magasins de producteurs et autres que je n'ai pas cités. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, nous sommes donc sur notre premier rendez-vous de ce cycle de 2 webinaires qui est autour du thème de l'eau et de la santé animale. Donc, les rendez-vous R&D de Tram, ils ont vraiment pour ambition un peu d'explorer des sujets qui sont innovants ou qui nourrissent un peu la réflexion des acteurs agricoles sur un format court et accessible et ouvert à tous. Donc, on a eu par exemple plusieurs thèmes qui ont été abordés dans les années précédentes, comme les paiements pour services environnementaux, les marchés carbone, la haie. Et cette année, on fait aussi les filières chanvre et miscanthus. Et on a décidé, en plus de faire un peu une nouveauté et de nous concentrer sur la santé animale et surtout le lien entre l'eau et la santé animale, parce que c'est des sujets qu'on avait repérés un peu sur le terrain avec, entre autres, des agris et des éleveurs en discutant directement. Donc aujourd'hui, notre intervenante… Oui, Madame Deplay, bonjour, c'est Frédéric Bouvier de la Chambre d'agriculture. Oui, Bonjour. Je vous appelle. Est-ce qu'il serait possible de se rencontrer pour faire un premier entretien sur votre candidature? oui, bien entendu. Est-ce que vous pouvez peut-être couper vos micros? Merci. Donc, notre intervenante aujourd'hui, c'est Edwige Borneau, que je vais laisser se présenter, qui est vétérinaire en Côte d'Or. Et elle, donc, Edwige apportera plutôt une approche clinique sur l'eau
l'eau et la santé du troupeau. Et ensuite, on a un deuxième webinaire qui est le 13 janvier à la même heure, 11h midi et demi, avec Pierre-Emmanuel Radi, qui est vétérinaire formateur en France. Il est en France et un peu à l'étranger, et qui lui qui se penchera sur les propriétés physico-chimiques de l'eau et les leviers disponibles lorsque la qualité n'est pas au rendez-vous et qu'on a des animaux en sous-abreuvement ou en déshydratation. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole donc à Edwige. Je vais suivre un peu vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions, mais on aura aussi des temps de questions, donc soit sur le chat, soit je vous donnerai la parole. Juste pour rappel, éteignez bien vos micros et voilà. Voilà. Eh ben, bonjour à tous. Donc en 2 mots, je suis vétérinaire praticienne à 80% rural avec 20-25% de lait et 80% d'allaitant, et aussi un pôle petit rue. Et ces problèmes d'abreuvement sont quelque chose de commun dans 100% des troupeaux de ruminants, que ce soit petits ruminants ou gros ruminants. Et du coup, ça sera une approche clinique, en fait, qui diverge un peu de ce qu'on voit par rapport aux recommandations. Donc, je vais exposer des cas cliniques et puis je répondrai à toutes les questions auxquelles je pourrais répondre. Il y en a plein auxquelles je pourrais sûrement pas répondre, mais je vous le dirai très honnêtement, très sincèrement. Donc, un premier cas clinique, il commence un petit peu à dater. C'est un des premiers cas où vraiment je me suis dit il faut s'appuyer et être vigilant par rapport à ces soucis d'abreuvement. Je suis appelée dans un troupeau de brunes. Pour mortalité de veau, c'est d'un très bon troupeau, bon, aujourd'hui qui a arrêté malheureusement, mais qui il était très performant et en lait et en élevage des génisses, avec des très belles génisses. Et là, il appelle parce qu'il a 3 veaux morts sur 24 heures. Je fais 3 autopsies. Donc, c'était des veaux qui avaient entre 4 et 6 semaines. Une pneumonie, un cordon, une diarrhée. Donc, rien de commun sur les pathologies. Par contre, il y avait une constante, c'est que ces veaux étaient moches. Un vilain poil, un peu teigneux, pas de croissance, pas de réserve graisseuse. Donc, je lui dis, il faut aller voir les veaux. Et là, l'éleveur, un peu paniqué, me dit on n'a jamais eu des veaux aussi moches chez nous. Voilà. Il voulait à peine qu'on y aille parce qu'il avait presque honte de ces veaux. Je dis justement, il faut qu'on trouve la cause. Donc, on va voir les veaux, on regarde ensemble le plan d'alimentation lactée, la concentration du lait, la température du lait, les étiquettes des aliments, la distribution, le fourrage, etc. Bon, il a fait plusieurs essais de changement de poudre de lait, de changement d'aliments, parce qu'il dit mes veaux, ils veulent plus manger. Ils veulent plus manger, et les veaux étaient tous entassés sous un râtelier de foin qui était relativement de qualité moyenne, on va dire, mais pas du vilain foin, tous moches avec un poil horrible. Et du coup, tout le reste étant bon, je sors mon petit voltmètre et commence à essayer de regarder. Je me dis, peut-être il y a des courants dans les tubulaires, ils ne viennent plus manger le granulé parce qu'il y a des courants dans les tubulaires, etc. Donc, on fait des mesures partout, rien, il ne se passe rien. Dans l'abreuvoir, il ne se passe rien. Donc, je commençais à me dire, zut, je ne vais pas trouver. Et là, je refais une mesure dans l'abreuvoir à niveau constant qui était à côté du dalle. Et à ce moment-là, un veau entre dans le dalle, déclenche le dalle, et au moment où il déclenche le dalle, un pic sur les micro-courants. Alors, les tolérances en micro-courants chez les petits veaux, c'est très faible. Normalement, on dit à peu près 20 millivolts en courant continu. Là, en fait, on a un pic qui monte un quart de seconde à 50 millivolts, et c'est tout. Voilà. Donc, c'est la seule chose, on va dire, que je m'étais mis sous la dent. J'y croyais qu'à moitié, très honnêtement, mais je lui dis, écoute, en attendant, tu vas mettre des seaux, tu vas pas changer ton granulé, pas changer ton plan lacté, et puis je réfléchis et on voit ce que ça donne. Bon, il met au moins, il y avait 8 veaux, il met 4 seaux,
les seaux ont été vidés en un temps record. Il a laissé du coup des seaux en permanence. Au bout d'un mois, je suis repassée. C'était plus les mêmes veaux. Les nouveaux veaux dalles étaient tous jolis. Tout était reparti. Vraiment comme si de rien s'était passé. Donc la seule chose qui avait été faite, c'est qu'il avait mis une résistante pour que l'eau soit pas froide, avec une mise à la terre. Mais visiblement, il y avait une petite défaillance et c'était le déclenchement du dalle qui envoyait un micro-courant. Et comme les veaux, les vaches ont vraiment la mémoire des courants, hein, en fait, les veaux avaient la mémoire de je me suis fait prendre un coup de jus en allant boire et développer un rumen, la base c'est l'eau. En fait, le lait va dans la caillette, mais l'eau va dans le rumen et va permettre la mise en place aussi d'une flore compétente et va permettre aussi l'alimentation. Un veau qui ne boit pas mangera pas assez, et un veau qui mangera pas assez dans un plan où il sevrait à 2 mois, et ben en fait va être en déficit énergétique, et du coup les conséquences de ces problèmes alimentaires entraînent des conséquences de santé. Donc vous voyez, en fait on part d'un problème où on aurait pu dire on va vacciner pneumonie, vacciner diarrhée et mettre un plan prophylaxie cordon, et en fait le point commun de tout ça, c'était une sous-nutrition à cause d'un problème d'abreuvement. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, du coup, c'est un éleveur qui appelle à la base pour un problème de flambée de mammites et flambée cellulaire. Puis en fait, j'y suis allée 15 jours plus tard, je lui avais donné quelques conseils au téléphone. Il avait mis en place. Comment ? Et ça allait, ça allait bien, ça allait mieux. Donc du coup, il me dit, on va quand même regarder les problèmes de mammites, mais j'ai un problème, c'est que je devrais faire 28-29 litres de lait et je fais que 26 litres, ça va pas comme je veux, voilà, elles font pas de lait. Donc du coup, il prend une dizaine de vaches au Cornadi. Et donc normalement, sur un cas comme ça, j'examine déjà le troupeau, les animaux, et puis après, je viens à la phase papier. Et là, en fait, un constat déjà très rapide, c'est que sur 10 animaux vus, il y en avait 8 qui présentaient des plis de peau. Et ces mêmes animaux présentaient des rumens impactés et des urines concentrées, avant même que je fasse le reste. Donc ça, on va voir, c'est des indicateurs cliniques de sous-hydratation qui n'entraînent pas forcément des problèmes de santé. Ils entraînent des problèmes de santé quand on est dans l'extrême, mais la première conséquence, c'est une sous-production. Donc à ce moment-là, en fait, on a regardé pourquoi elles étaient sous-abreuvées. Donc c'était une ration de base en silage maïs, c'était une ration à 50% de matière sèche avec un système robot, c'est un robot de Laval, et une partie est concentrée à l'auge et l'autre partie au robot. Et les linéaires, donc il y avait 3 zones d'abreuvement, donc vous en avez 2 en photo. Et la troisième, c'était un abreuvoir à niveau constant de l'autre côté des caillebotis. Et en fait, en matière de linéaire, on était bon. En matière de propreté de l'eau, on était bon. Il n'y avait pas d'odeur. Alors, il n'y a pas eu d'analyse bactériologique, mais enfin, sur de la vache ruminant, il faut vraiment de gros problèmes pour que ça entraîne des conséquences. Et du coup, la seule chose qu'on pouvait reprocher, c'est cet effet un peu couloir qui fait que l'abreuvoir en verre, on l'a compté dans les linéaires. Il y a des vaches qui vont, mais je pense que les vaches dominées ne vont pas facilement y aller boire. Le fait est que le constat, c'était j'ai un troupeau déshydraté et il faut que je ramène de l'eau. Donc, on a discuté des différentes possibilités avec l'éleveur. Sinon, c'est une aire paillée. C'était difficile de rapporter des linéaires d'abreuvoir parce que tous les linéaires au mur ont été pris soit par les abreuvoirs, soit par brosse pierre à lécher. Voilà.
Et du coup, on a opté pour rajouter de l'eau dans la mélangeuse. Donc, il a rajouté une dizaine de litres d'eau par vache présente dans la mélangeuse. Pour lui, c'était une option facile parce qu'il met l'eau dans un réservoir de 1000 litres avec une grosse vanne. Il monte ça au télescopique, il vide ça dans sa mélangeuse et ça lui prend pas beaucoup de temps. Et la réponse a été très très rapide parce qu'au bout d'une semaine, je l'ai eu au téléphone et il était déjà content des résultats avec une amélioration de la production. Voilà, donc ça c'était le deuxième cas. Et maintenant, on va voir un peu les éléments cliniques que je regarde pour voir si j'ai alors ils sont pas forcément dans l'ordre. Hein. On va voir, vous allez voir, le plus facile pour les éleveurs et vous et tout le monde en élevage, c'est déjà de regarder les urines et les plis de peau. Mais là, j'ai fait mon webinaire en commençant par la palpation du rumen. Alors, on peut passer sur la palpation du rumen. Donc, un rumen, c'est 80% d'eau. Donc, le rumen, on le palpe à gauche, dans le creux du flanc. Et si on a 80% d'eau, si vous mettez dans un sac poubelle 80 litres d'eau et 20% de fibres, vous allez voir, c'est très souple. Et en palpant des rumens, en fait, sur le terrain, alors si on veut voir des rumens très impactés, on va palper les rumens des allaitants. Je ne connais pas un seul cheptel d'allaitant en fin d'hiver où les rumens soient souples. Mais malheureusement, en élevage laitier, il y a aussi énormément de troupeaux où il y a des rumens très impactés. Et je fais beaucoup de suivi de repro dans ma clientèle et je peux vous assurer qu'en fouille transrectale, souvent, je tombe sur des rumens tout durs. Et voilà. Et ça, c'est des rumens qui ne sont pas assez hydratés. Donc ça, c'est un élément à voir. Peut-être pas le premier, mais en tout cas, c'est un élément. On va passer à la suite. Donc c'est pareil, ça c'est la dernière chose que je fais parce que ça prend un petit peu de temps et quand on court entre deux visites, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Mais sur des visites d'élevage, par exemple sur la sous-production comme on a eu, en fait je fais ça. Alors il existe différents systèmes. Ça, c'est un système rapide. Et je compare un troupeau à lui-même ou à mes références de troupeau. C'est-à-dire que je ne vais pas vous donner de valeur absolue de il faut que ça soit comme ça, comme c'est avec la prochaine photo, en fait, où là, on a des références, mais là, il n'y a pas de référence. Et simplement, moi, je sais qu'une fois que j'ai filtré, lavé les bouses et remesuré, le restant de mes fibres, c'est que, je ne dois pas avoir de grains d'amidon qui me restent dans les résidus. Et 2, une ration qui tourne. Les 3/4 du temps, il me reste 2 cm de hauteur de fibre. Voilà, les rations les plus digestibles que j'ai vues, il me restait 1,6 cm. Mais par exemple, quand on est sur des phases d'acidose ou des baisses de digestibilité importantes, tu montais jusqu'à plus de 3 cm dans les mêmes cheptels. Le cheptel à plus de 3 cm, c'est celui qui est descendu à 1,6 cm. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout ce qui ressort comme ça, ce qui n'est pas digéré, c'est de l'argent perdu et quelquefois aussi des problèmes de santé sur les animaux, notamment sur les phases d'acidose. Donc ça, et on voit à partir du moment où on a un sous-abreuvement, on a une baisse de digestibilité de la ration, on a plus de fibres à l'arrière. On va passer le suivante. Donc ça, c'est les tamis qu'on a vu là, c'est les tamis en fait où là, il y a des références. Je peux aussi vous donner un autre exemple, c'est un élevage charolais. En fait, du coup, l'éleveur voulait prendre un contrat de suivi de troupeau et il y avait vraiment un gros problème d'abreuvement. C'était un niveau constant, 1 par lot d'une douzaine de vaches et sur le quai. Il y avait un quai. Pour vous dire, la difficulté, c'est que moi, j'ai laissé mes bottes derrière le quai avec le fumier qui fait ventouse parce que les vaches, elles passaient leur temps sur le quai à se goinfrer de fibres, à essayer de boire. Les petits veaux n'avaient pas d'eau, ils ne pouvaient pas y aller. Et c'était un cheptel, en fait, les vaches, elles étaient belles, elles étaient rondes, elles étaient grasses. Et du coup, je dis à l'éleveur, si tu ne me remets pas un abreuvoir au bas, je ne viens pas faire ton suivi. Donc, il y avait 3 lots. Il a mis un bac de 1000 litres dans un lot. Et je suis revenue 1 mois après.
Et lui, il n'était pas content parce que les vaches de son premier lot, où il y avait le bac, elles avaient toutes maigri. Mais les veaux étaient beaucoup plus jolis. C'est le seul lot où on n'avait plus de poux sur les veaux. Tous les veaux avaient été traités, hein, mais tous avaient des poux. Les 2 autres lots, les veaux végétaient un petit peu. Et par contre, les vaches, elles avaient pris du lait. Donc, une vache charolaise, c'est une vache allaitante. Son travail, c'est déjà de nourrir son veau. Et quand j'ai filtré, là, le filtre que je vous ai montré, j'avais une différence de presque 20% de digestibilité de la ration. C'est colossal, sachant que cet éleveur-là achetait 8 kilos de granulés, plus ses fibres, pour nourrir son troupeau. Donc voilà, donc du coup ça m'a fait vraiment aussi réfléchir sur l'importance de l'eau dans l'efficacité alimentaire et la digestibilité de la ration, et du coup dans l'économie même de l'exploitation. On va passer à la suivante. Ah bon, alors ça c'est une flore ruminale qui va bien, c'était parce que je trouve ça joli, donc c'était le petit moment de pause, et voilà. Et quand il y a un phénomène d'acidose, pas forcément lié à l'hydratation, on n'a plus de protozoaires, donc on voit plus tout ça. La concentration des urines, franchement, ça c'est très facile à voir pour tous les éleveurs, pour tous les conseillers en élevage. Et voilà, on peut aller jusque, moi je fais des lectures au réfractomètre, mais rien que l'aspect, la couleur, ça vous donne déjà une idée de je bois assez ou je bois pas assez. J'ai de la compétition. Ce qu'on voit énormément maintenant dans les grands troupeaux, c'est qu'on a des urines claires, des urines foncées, on a une grande disparité. Donc vous voyez, hein, mes petits pots d'urine, on a une grande disparité de coloration des urines. Là, en l'occurrence, elles sont presque toutes trop concentrées, sauf celles qui sont en plus petite quantité, là. Mais du coup, ça, c'est vraiment un indicateur. Un autre indicateur, c'est aussi le temps de miction. C'est qu'une vache, normalement, qui boit correctement, elle a une miction qui dépasse largement les 10 secondes, 20, voire 20 secondes. Ça, c'est normal. Une vache qui pissote, c'est pas normal. Et puis aussi, alors c'est difficile par contre quand on est véto ou conseiller en élevage de se rendre compte du pourcentage de vaches qui pissent, parce que quand on arrive, elles sont prises au cornadis, il y a eu un stress, elles ont toutes pissé avant, donc on peut pas trop se fier à ça pisse ou ça pisse pas. Par contre, quand on est dans son élevage, alors moi, dans mon cursus, j'ai été 3 ans producteur de lait. Et le matin, quand on lève ses vaches pour les emmener traire, ou voilà, quand on va intervenir, en général, les vaches, quand elles se lèvent, il y en a déjà un gros pourcentage qui se mettent à uriner, et ça, c'est la norme. Et quand on a peu de vaches qui urinent, franchement, c'est un élément sur lequel il faut s'appuyer, parce que c'est aussi anormal. Donc voilà. Donc ça, c'est le fameux réfractomètre. Donc moi, je regarde souvent la densité, mais ça, c'est un réfractomètre qui fait la densité du sérum ou des urines. Mais dans les cours de ferme, moi, une grosse partie de ma clientèle a un réfractomètre pour tester ses colostrums, et on a des BRICS en fait. Hein, c'est un indice réfractométrique. Et ça fait des taux de sucre, et du coup ça donne aussi une bonne indication, parce qu'une urine trop concentrée, souvent trop de sucre dedans. C'est pas que ça, hein. Par exemple, une ration déséquilibrée avec ou des rations de taurillon très riches, quelquefois on n'est pas trop mal en densité, et on est élevé en BRICS, mais quand même c'est déjà un bon indicateur. Ouais, donc c'est aussi un élément important. Alors, ça, c'est une maladie fréquente en système allaitant, la pyélonéphrite. Très honnêtement, en plus de 30 ans de carrière, je ne crois jamais en avoir vu en vache laitière, parce que justement, pour faire du lait, il faut de l'eau, et abreuver des vaches laitières comme des vaches allaitantes, ça deviendrait à l'idée de personne. Mais en allaitant, on est dans un système sous-abreuvant à peu près partout.
Et ce qui fait que quand on a une bactérie dans son élevage qui s'appelle Corynebacterium renale, qui est une bactérie spécifique qui va se fixer un peu sur et remonter sur le tractus urinaire et remonter jusqu'au rein, et ben en fait, si on a un sous-abreuvement, on va avoir des pyélonéphrite en série. Parce que le meilleur soin la meilleure prévention de ces pyélonéphrites, c'est l'effet chasse d'eau, donc c'est je bois, j'urine. Et du coup, comme ça, on lave. Comme nos systèmes allaitants sont pratiquement tous sous-abreuvés, et ben, si jamais on a des vaches à pyélonéphrite, souvent on en a plusieurs où c'est une pathologie qui est connue et reconnue de l'éleveur. Et parce que justement, les vaches contaminées vont contaminer d'autres, et comme elles ne boivent pas assez toutes, et ben, on va avoir plusieurs cas. Voilà. C'est quelque chose qu'on rencontre classiquement et qui se soigne très mal. La persistance du pli de peau. Alors là, du coup, vous allez avoir 2 petits films, un pli de peau normal. Donc un pli de peau, ça doit se remettre tout de suite. Alors c'est sûr, plus l'animal est gras et moins on aura de pli de peau. Et le deuxième, vous voyez, il y a une persistance du pli de peau. Voilà. Alors, à différents degrés, hein. Quelquefois, on a rien qu'un ralentissement, quelquefois, on a une persistance qui dure. Et c'est pas forcément, et c'est même rarement, hein, les 3/4 du temps, cette persistance du pli de peau, elle n'est pas sur les animaux malades. Hein. Là, en l'occurrence, je les ai faits sur des animaux en très bonne santé. Mais si vous faites ça dans les élevages laitiers où on a un petit déficit d'abreuvement, mais très souvent, c'est les débuts de production. Parce que jusqu'au pic de lactation, elles ont beaucoup besoin quand même d'abreuvement. Si elles se sous-abreuvent, elles vont quand même cracher du lait, mais elles vont assécher leur rumen et assécher leur réserve hydrique. Et du coup, on va avoir pli de peau, rumen qui durcit tout doucement et des urines concentrées. Donc, voilà. Et on n'a pas d'effet sur la santé. Bon, bien sûr, hein, si en plus on a de la grippe intestinale qui passe, ben, ça ne va pas les aider, ces vaches-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment facile à faire. C'est à la portée de tout le monde et vraiment, je vous encourage à le faire parce que vous allez être surpris dans bien des troupeaux. Question ? Bonjour. Moi, j'ai une question. Donc, Marion Coutal de la Haute-Garonne. J'ai une question sur un élevage avec des génisses laitières qui ne buvaient plus et du coup, les analyses d'eau n'étaient pas bonnes. Et ça a impacté la mise à la repro et des génisses qui ne se faisaient pas en chaleur. Ouais. Tout à fait, parce que alors il y a plein de choses et il y a plein de choses que je connais pas, mais en tout cas ce que j'ai noté moi à l'échelle de mes élevages, c'est que quand on a vraiment des troubles de la reproduction avec des rumens très très impactés, il y a les vitamines en fait sont bien moins absorbées, notamment au niveau du rumen, il y a une vitamine qui est synthétisée par la flore ruminale, qui est la vitamine B12, qui a un gros impact sur la reproduction. Et quand on a des rumens très impactés, très souvent, on a plus de problèmes de reproduction, moins de bonne visualisation de chaleur et c'est plus compliqué. Et en fait, la qualité de l'eau, alors c'est une deuxième partie hein, dans la présentation, elle va, et surtout le goût de l'eau va interagir sur l'abreuvement. D'autres questions ? Il n'y a plus de questions ? On continue du coup. Donc si vous avez vu un peu comment… Pardon Edwidge, il y a juste une personne qui a levé la main, il y a Hélène Estelle. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Oui, alors est-ce qu'il faut, parce que je fais, moi je suis technicienne eugéniste de la Manche, Ouais. et je fais ces mesures d'hydratation dans de nombreux élevages laitiers. J'en ai fait une soixantaine d'élevages. Effectivement, il y a des problèmes de déshydratation dans beaucoup d'élevages.
Donc, je fais principalement de la densité urinaire. Et en fait, j'ai constaté dans certains élevages, en faisant des mesures à différents moments de la journée, qu'il y a des moments de la journée où les densités urinaires sont bonnes et des moments de la journée où les densités urinaires sont mauvaises. Alors, est-ce qu'il faut faire ces mesures à un certain moment après la traite, après l'alimentation, parce que du coup, quelle est la conclusion dans un élevage où on fait une mesure le matin, elle n'est pas bonne, une mesure le midi, elle est bonne, et une mesure le soir, elle n'est pas bonne? Alors, en fait, c'est pour ça que je vous ai montré les 4 éléments pour clinique. Et c'est pour ça qu'il faut croiser les éléments et pas faire des conclusions trop rapides. Parce que, en fait, la couleur des urines va être corrélée au moment où la vache a bu. Donc, si elle a dormi la moitié de la journée ou si elle a eu une interdiction d'aller à l'abreuvoir parce qu'il y a ses congénères qui font position devant l'abreuvoir, ben là, ses urines vont être concentrées. Et puis, si quand tout le monde dort, elle va boire ce qu'elle a à boire, ben là, ses urines vont plus être concentrées. Par contre, c'est pour ça qu'il faut corréler ça au pli de peau et à la dureté du rumen. Parce que si un animal boit, ne boit pas, en fait, le rumen, il sait faire le tampon. Donc, du coup, son rumen, il doit être hydraté. Si la quantité d'eau bue par jour et même pas par jour, hein, sur la semaine est suffisante, son rumen, il doit pas être impacté et elle doit pas avoir de pli de peau. Si par contre, on a des densités urinaires qui fluctuent comme ça beaucoup sur la journée, il faut vraiment regarder pli de peau, à minima pli de peau et consistance du rumen. Enfin, moi, je pense qu'il faut réaliser comme ça. Parce que vraiment, la densité urinaire, elle va être corrélée au moment où l'animal a bu. Alors, quand on a plein d'urine concentrée, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci. Voilà. Ok. Vas-y, Edwige, je te laisse prendre la suite. Donc, du coup, en fait, on part de 1. On utilise les éléments cliniques pour savoir si le troupeau est hydraté ou pas. 2, par contre, il est déshydraté. Ben, pourquoi il est déshydraté? Donc là, il va falloir chercher les causes de déshydratation. C'est pas forcément évident. On les trouve. Voilà, en allaitant, c'est déjà facile hein, parce qu'il y a déjà un manque d'abreuvoir partout. Donc, un manque de points d'eau, un manque de mise à disposition de l'eau. Donc, du coup, c'est le premier élément qu'il faut quand même regarder. C'est est-ce que j'ai assez de linéaire d'eau? Est-ce que j'ai minimum 2 points d'eau par case, même si j'ai 5 animaux? En fait, il suffit qu'il y ait une dominante. S'il y a un point d'eau, la dominée, elle ne boira pas son compte d'eau. Voilà. Est-ce que j'ai assez de linéaire d'eau? Et aussi, où sont mes abreuvoirs? Parce que du coup, si l'animal a peur, elle se retrouve dans un couloir ou coincé, eh ben, l'animal dominé n'ira pas boire ou n'ira pas boire suffisamment. Et du coup, ça va être un animal qui va commencer par être en sous-production. Alors, on va monter les vaches le film des vaches qui boivent, quoi. Un autre élément qu'il faut regarder aussi, c'est comment elles boivent. Alors ça, c'est des vaches qui boivent normalement. Elles mettent la gueule dans l'eau, elles boivent. Elles sont capables de boire 80 litres ou 100 litres même des fois d'un seul tenant, quoi. Elles s'interrompent pas, elles lapent pas, elles mettent pas la tête à plusieurs reprises dans l'abreuvoir. Donc voilà, ça c'est un élément qu'il faut vérifier. On va passer à la diapositive, la peau après. C'est un cas clinique, alors du coup j'ai dû la mélanger un peu celle-là avec les autres, mais c'est pour vous donner un autre exemple de sous-abreuvement qui est sûrement pas mal méconnu en fait. Donc là c'est un élevage, son motif d'appel c'est patte rouge.
toutes mes vaches ont les pattes rouges. J'ai rien changé à ma ration. La seule chose, c'est que je suis plus tout sur le même enrubanné, mais voilà, c'est en dents de scie sur l'hiver. Et voilà, c'est un troupeau où il y a très clairement la crise du logement. On manque de surface au Cornadis, on manque de surface de paillage et on manque de linéaire d'eau. Mais l'éleveur, il le sait, c'est un éleveur en cimental, il est quand même dans ses objectifs de production. Voilà, il m'a dit, si c'est pour me dire ça, c'est pas la peine, tout le monde me le dit, je ne veux pas l'entendre. Et en fait, du coup, on a cherché pourquoi ces pattes étaient rouges, hein, parce qu'en général, on dit rouge acidose, sauf que là, les vaches ruminaient bien, les pH étaient normaux, le rumen était normal, les taux étaient normaux, il n'y avait aucun signe d'acidose. Les bouses étaient normales, il n'y avait aucun signe d'acidose. Par contre, tous ces rumens étaient... Alors, j'y vais, c'est un cheptel, j'y vais une fois par mois. Je fais ses suivis de repro. Et à son dernier suivi de repro, donc là où il a tiré la sonnette d'alarme, vraiment, les rumens étaient durs, tous à répétition. Et du coup, en fait, je lui dis, je crois que j'ai une idée. En fait, c'était une ration avec beaucoup de maïs aussi, maïs grain dans sa ration. Et du coup, je pense que l'amidon n'est plus bien digéré et que du coup, on a un syndrome inflammatoire parce que les rumens sont trop durs et il y a une baisse d'efficacité de ton rumen. Et du coup, l'amidon est en quantité importante dans l'intestin, crée un syndrome inflammatoire et on a des pattes rouges sans être en acidose ruminale. Donc, je lui dis, et quand je lui dis ça, il me dit, ah, mais maintenant que tu me parles de ça, en fait, j'ai vu apparaître ça depuis que je suis sur un enrubanné plus sec. Il avait un enrubanné qui était à 50%, 40% de matière sèche, et là, il était passé sur un enrubanné à plutôt 60% de matière sèche. Donc, pareil, hein, c'est la crise du logement, il n'y a pas trop de solutions, donc on lui a refait mettre de l'eau dans sa ration. Sachant qu'il se moquait de tous les gens qui faisaient ça, donc du coup il a un peu tiqué, mais il l'a fait et en une semaine il n'y avait plus une patte rouge dans l'élevage. Donc voilà, ça interpelle vraiment hein, sur ce fonctionnement du rumen et je dis toujours que la santé elle est dans le rumen, elle est à l'auge et elle est dans le rumen, mais voilà encore un exemple de sous-hydratation qui induit de la clinique sur les animaux. Elles n'étaient pas malades, mais voilà, il y avait ces pattes rouges et c'était pas de l'acidose ruminale. Voilà. Donc on va passer. Revenir, donc on a eu notre nombre, ensuite on a notre débit. Alors ça, c'est des classiques, hein, donc on n'a pas le bruit là, mais en fait, voilà, ça c'est 2 litres minute. Même en système allaitant, on attend au moins 12 litres minute sur un abreuvoir à palette, quoi. Donc voilà, en allaitant, les 10 litres minute de celui de droite, ils vont être tolérables. Mais en tout cas, le 2 litres minute, c'est impossible qu'un animal, un bovin, comble ses besoins hydriques parce qu'il va pas attendre l'eau indéfiniment. Donc, il va être sous-abreuvé. Et ça, c'est un classique. Hein, j'ai pas cherché hein, pour trouver ça, quoi. On va passer à celle d'après. Voilà. Alors là, on n'entend pas, mais la vache de gauche, la vache allaitante, là, on entend. En fait, elle boit plus d'air que d'eau. Donc, ça rejoint le problème d'avant. Et le débit, la réserve d'eau que la vache peut ingurgiter, c'est vraiment fondamental parce que, par exemple, la vache à côté, qui est une vache allaitante, mais il faisait 30 degrés ce jour-là. En fait, j'ai mesuré avec le diamètre, la baisse d'eau. Elle a bu 80 litres d'eau sur ces 5 minutes, quoi. Donc, la mise à disposition d'une grande quantité d'eau facilement accessible avec un grand débit, c'est fondamental pour garantir l'hydratation. Parce que s'il n'y a pas ça, elle va diminuer son hydratation. Elle ne va pas venir plus souvent à l'abreuvoir ou rester plus longtemps à l'abreuvoir. Elle va diminuer son degré d'hydratation et assécher tout doucement son rumen.
Voilà, on va passer à la suite. Donc la position des abreuvoirs est importante, on en a parlé un peu tout à l'heure, parce que il y a une hiérarchie très importante dans les troupeaux, hein, vous le savez tous, vous le voyez tous. Et quand il y a un cul-de-sac ou quand il n'y a pas assez d'abreuvoirs, les animaux dominés seront les premiers animaux qui vont trinquer avant même d'être dominés à la table d'alimentation. Vraiment, le premier endroit où l'animal est dominé, c'est sur l'abreuvement, c'est à l'abreuvement. Moi, j'avais dû faire une espèce de gros audit, un moment où j'ai été payée pour être dans un troupeau de 6h le matin, 9h le soir, non-stop. Mais en fait, vous avez des dominées, elles vont se mettre en travers sur un abreuvoir qui fait 1,50 m et elles attendent que les copines, elles aillent se coucher. Elles restent debout, elles ont bu, et une fois qu'elles ont bu, elles sont capables de faire ça, quoi. Donc, les gens qui ont des caméras, en fait, voient vraiment les comportements et la dominance, c'est un gros souci, quoi. Ça peut être un gros souci dans les troupeaux. On va regarder après. Vous voyez, en fait, alors il y a à la caméra, il y a un film de dominance à l'abreuvement, à l'abreuvoir, hein, entre la brune et la Montbéliarde, mais vous voyez à gauche, alors j'ai fait aussi de l'abattoir et ce genre de carcasse, donc c'est une fracture de côte consolidée. La première fois, la première semaine quand j'arrive, je dis c'est incroyable, je sors l'appareil photo, je prends une photo et puis les agents comprenaient pas, quoi. Je dis mais tu vas en voir tous les jours des vaches comme ça. Et en fait, les 3/4 du temps, donc c'est quand même beaucoup plus les vaches laitières que les vaches allaitantes, mais il y a un truc commun sur ces carcasses, hein, c'est que c'est des carcasses maigres qui sont très mal notées. Et en fait, le souci, c'est que souvent, c'est des non-valeurs économiques dans les cheptels. Et le problème de base, il n'est pas génétique, il n'est pas pathologique, il est qu'elles sont dominées, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de troupeaux où les vaches qui n'arrivent pas à faire leur place, en fait, elles vont maigrir. En post-vélage, vont faire des caillettes, où elles vont pas aller, elles vont faire des métrites, mais à la base, c'est parce que elles sont dominées déjà à l'abreuvoir et ensuite à l'auge. Et vraiment, c'est un grand classique. On va passer à la suite. Donc ensuite, c'est la qualité de l'eau. Alors, la qualité de l'eau, la qualité bactériologique, pour moi, elle est fondamentale pour les petits veaux, parce que les petits veaux, c'est encore des monogastriques, donc comme nous ou comme les porcs, et du coup, sont très sensibles à la qualité de l'eau. Et du coup, de l'eau pleine de colibacilles, les veaux vont tomber malades. Pour les ruminants, il va falloir quand même qu'il y ait de gros soucis bactériologiques où on va voir quelques bactéries spécifiques très pathogènes qui peuvent donner des gros soucis, parce que le rumen étant plein de bactéries, en fait, il y a quand même une compétition, et même s'il y a un peu de colis dans votre eau, ça ne va pas avoir de grandes répercussions. On va continuer. Alors vous voyez, en fait, ça, c'est une analyse bactériologique. La limite, elle est mise à 0, mais ça, c'est les normes humaines. Donc, du coup, pour les animaux, on pense que ça commence à être critique au-dessus de 100 unités. Donc, voilà. Et là, on peut avoir des arrêts de veau en série, des choses comme ça. Là, l'eau, elle n'est pas conforme pour des petits veaux. La suite. Ensuite, il y a la composition chimique de l'eau et le goût qu'elle peut avoir, qui a un gros impact, parce que le goût, par exemple, l'autre jour, je suis allée voir un lot de broutarde qui était en acidose ruminale. Et l'éleveur, il connaissait déjà bien mon discours sur l'eau, donc l'abreuvoir était nickel, tout était propre, il y avait plus de boules dans l'abreuvoir, un bon niveau constant. Et en fait, je mets mon bras dans l'abreuvoir, je remonte l'eau, et là, mais ça sentait la javel à tel point que mon bras
a senti la javel pendant une demi-heure. Ben là, les animaux ne vont pas boire. Ils ne vont pas boire à cause du goût trop prononcé de l'eau, quoi. Voilà. Et pourtant, voilà, c'était propre de chez propre. Il y a aussi, donc on va passer à la suite, voilà, la qualité, la charge en minéraux, parce que ça, c'était un cas de taurillons qui se tordaient. Vous voyez, en fait, les pattes des taurillons. En prenant du poids, ils se tordaient, alors qu'ils étaient très bien minéralisés. On a fait beaucoup de choses sur ce cas-là. J'ai été jusqu'à rechercher les pattes des taurillons à l'abattoir, à faire des radios sur les pattes de taurillons, à découper les pattes de taurillons. Donc, du coup, voilà. Et en fait, l'hypothèse la plus probable, vous voyez la charge en fer là, de l'eau et en manganèse aussi. Et ben, l'hypothèse la plus probable, c'est une compétition d'absorption des oligoéléments et même des macroéléments, calcium et tout ce qui fait la trame, aussi les oligoéléments, le manganèse font la trame. Donc une compétition d'absorption par un excès de fer, en fait. Voilà, la suite. Alors, les courants parasites, on a commencé par ça, et simplement derrière, c'est pour... Eddy, je te coupe juste parce qu'on a une question de Frédéric Bouvier. Est-ce que l'eau d'abreuvement pour animaux laitiers doit réglementairement être issue d'une adduction d'eau potable? En fait, il n'y a pas Frédéric veut compléter sa question? Oui, merci. Mais c'est parce que j'ai un doute. J'avais toujours retenu, alors je suis surtout en caprin, moi, mais j'avais retenu qu'obligatoirement l'alimentation en eau de chèvres laitières devait être l'équivalent de l'eau pour les humains. Ça devait forcément venir d'un château d'eau. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est le cas en bovin lait? Alors, en bovin, il y a beaucoup de gens qui sont sur des forages, des puits, des citernes. Donc, je pense que réglementairement, mais je dirais pas à coup sûr, mais vu le nombre de citernes qu'on a, je pense que réglementairement, ils ont droit de mettre ce qu'ils veulent en eau. Ouais. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que quand on livre à des fromagers, il y a des exigences par rapport à la qualité de l'eau. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'en chèvre laitière, il y a ce type d'exigence. Parce qu'il y a des fromagers qui demandent qu'il y ait une analyse bactériologique de l'eau 2 fois par an sur l'eau d'abreuvement des vaches. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ce n'est pas une réponse ferme, mais en tout cas, c'est… Non, c'est parfait. Merci, voilà. C'est très bien. Ok. Ensuite… ouais. Oui, Christian Jura, élevage lait. Oui, en élevage lait, nous, on est en prélèvement sur un captage, enfin sur un puisage, et il nous faut obligatoirement une analyse d'eau par an. Voilà, mais je pense que c'est très lié à des cahiers des charges et à des… Ouais, mais que réglementairement parlant, sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'exigence. C'est localement en fonction des collectes de lait, quoi. Donc, la suite du diaporama, du coup. Voilà. Donc moi je prends, c'est un bête voltmètre de l'atelier, ça coûte 10 €. Je mets en courant continu. Alors il y a plein de choses, mais moi je suis pas électricienne. Donc la seule chose, c'est que quand j'ai un sous-abreuvement, je vais essayer de chercher pourquoi j'ai un sous-abreuvement. Et du coup, ça fait partie des choses que je regarde. Les normes, elles sont inférieures presque à ce que je vous ai mis, parce que dans ce qu'on lit dans la littérature, c'est 150 millivolts. J'ai pas mal de troupeaux, on a 300 millivolts et il y a à peu près rien qui se passe. En tout cas, c'est pas là où j'ai la solution pour les animaux. En fait, ce qui est écrit, c'est qu'à 500 millivolts, la vache, elle est gênée. À 700 millivolts, elle boit plus, quoi. Voilà. Bon, moi, je trouve que quand on est autour des 400 millivolts, c'est pas sans effet sur l'abreuvement. Mais voilà, c'est facile à faire, ça coûte rien et des fois, c'est la base de la solution. En tout cas, c'est aussi facile à faire parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où il y a un souci d'élevage. La solution, c'est la géobiologie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas la solution, mais je pense qu'il faut être méthodique
Et du coup, les 3/4 du temps, le problème, quand il y a un problème électrique, il est lié à un défaut de mise à la terre plutôt quoi. C'est quand même quand il y a des problèmes électriques, c'est 90% ces soucis-là, quoi. Donc déjà de faire des mesures, ça nous permet de dire, bah oui, il faut que j'explore cette piste-là, ou il y a peut-être une autre piste à explorer. Oui. Du coup, il y a une main levée. Non, c'est Oui. parce qu'elle n'est pas baissée. Toujours Christian, oui, la mesure, elle se prend entre l'eau et le sol. En fait, là où la vache met la langue et là où elle met les pattes. Voilà. Donc du coup, voilà, je mets au milieu de l'abreuvoir et l'autre électrode dans le. Mais je pense que ça, Pierre-Emmanuel Radic sera bien plus performant que moi pour les explications. Moi, je fais vraiment une recherche et une collecte de données pour savoir pourquoi mes vaches sont sous-abreuvées, quoi. Voilà. Une autre question de Philippe Lequet. Oui, alors juste une petite question. Le réglage, donc, vous positionnez sur votre voltmètre, à quel. Parce que moi, j'ai toujours un peu de mal. En millivolts. Vraiment, c'est des micro-courants, hein. Nous, on les sent pas du tout, ces courants-là, hein. C'est là. Ouais. Alors, il y a des gens qui le font pas sur les volts. Moi, j'avais appris comme ça. Je reproduis bêtement. J'ai aucune qualité et capacité en électricité, donc je produis bêtement ce qu'on m'a appris. Mais à force de faire des mesures, je me rends compte, voilà, des grosses différences d'un élevage à l'autre. Et c'est en millivolts sur le voltmètre et en courant continu. Donc, c'est pas en courant alternatif, quoi. Moi, mes mesures, je les fais comme ça. Mais il y a sûrement des choses beaucoup plus précises. Mais bon, j'essaye de faire du pratico-pratique et de l'efficace parce que souvent, je fais ça en même temps que j'étais perfuser un veau, voir une vache malade. Donc, du coup, voilà, ça prend vraiment pas de temps, en fait, hein. Quand j'étais exploitante agricole, je l'avais fait aussi et ça prend vraiment pas de temps. D'accord. Et donc, de préférence, vous mettez 50 millivolts en réglage. Eh ben, en fait, sur mon petit, oui, c'est le minimum. Alors, je l'ai pas là, mon voltmètre. C'est le minimum du minimum. C'est le plus sensible possible. D'accord. Merci. Voilà, encore. Alors, regardez cette vache. Vous allez voir. Donc là, pareil. La solution, alors là, c'est une exploitation sous production après la mise en place de robots. Voilà, un très très bon cheptel. Et à ce moment-là, donc c'était à l'occasion d'une toute autre formation, l'éleveur me dit: ah, mais ça va beaucoup mieux, mais j'aimerais ton avis. Et donc il y a eu 3 géobiologues, il y a eu des travaux faits sur l'exploitation depuis 2 ans, hein, quand je passe à ce moment-là. Et du coup, j'avais des plis de peau, j'avais des rumens durs, j'avais des urines concentrées et j'avais des vaches qui buvaient comme ça. Et je lui dis, je vais te dire pourquoi ça va mieux. Parce que sa ration, en fait, elle était passée à 30% de matière sèche au lieu d'être à 50% de matière sèche. Donc, il rapportait de l'eau par l'alimentation. Et vous voyez le gros bac bleu du début, là, que j'ai montré un moment pour montrer des vaches qui boivent normalement. Parce qu'il me dit, mais c'est quoi la solution? C'était tout au début, mais c'est pas très grave. C'est quoi la solution? Parce qu'on a tout fait, quoi, et on comprend pas pourquoi. Alors, c'est pas moi qui vais comprendre, hein, sur un problème électrique quand il y a eu des experts de tous les côtés qui sont passés. Mais je lui ai dit, moi, mon bon sens paysan fait que voyant des vaches comme ça, je mets en place 2 gros abreuvoirs en plastique et puis je regarde ce qui se passe. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a mis, parce qu'au début, il m'a dit, oui, mais ça va pas aller, je vais pas pouvoir passer. Je lui ai dit, moi, c'est un conseil gratuit, hein, j'étais là en touriste. Et ils ont mis les abreuvoirs et on est 3 ans après, les abreuvoirs sont toujours là. Donc, j'avais dit, la seule chose, c'est que je voudrais savoir ce que ça donne. Et si les vaches, elles reprennent en lait, parce que c'est des gens qui tournaient sur une base de 30 litres en brune, qui étaient descendus en dessous des 20 litres. Et là, ils étaient remontés à 23, 24 litres avec leur ration beaucoup plus humide, quoi.
Et du coup, je lui dis par contre, s'il y a une réponse lait, il faudra suivre au niveau avec la ration, parce que la ration, elle n'est plus du tout calculée pour faire 26, 27, 28 litres. Mais ça, il y avait plus que le niveau technique sur l'exploitation. Et un mois après, en fait, voilà, je me suis dit que j'aurais dû prendre une marge sur le lait en plus produit. Ça m'aurait fait un très bon salaire. Voilà, ils ont pris 4 litres de lait en fait sur 5 semaines. C'est colossal. Alors bien sûr, hein, ils ont suivi aussi avec la ration. Hein. Voilà. La suite, bon ça c'est, regardez comment elles boivent ces vaches. Alors, moi je n'avais pas la solution, hein. C'est un cas en Normandie. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et voilà, toutes les vaches buvaient comme ça. Il y avait des capteurs partout pour essayer de comprendre. En tout cas, c'est un comportement complètement... Alors, à ce moment-là, je ne faisais pas du tout de mesures. Il y avait plein de capteurs électriques, mais je ne sais pas si c'était les bonnes normes parce que je ne faisais pas du tout de mesures avec mon petit voltmètre. Je n'avais pas du tout potassé tout ça sur les courants électriques. Donc, ça fait vraiment penser à un courant électrique, mais je ne saurais pas vous dire la solution. En fait, je n'ai pas été jusqu'au bout de ce cas-là. Ensuite, du coup, alors là, en fait, c'est aussi pour vous montrer, ça c'est un bâtiment qui est tout neuf, qui est super, les petits veaux, ils sont super, mais voilà, si c'était des petits veaux plus gros, à partir du moment où on met un abreuvoir à cheval sur 2 cases comme ça, avec une barre, on va aussi maximiser la compétition à l'abreuvoir et diminuer l'abreuvement le plus facile. Alors là, il y a un abreuvoir à cheval sur chaque case. Donc, ils ont quand même 2 points d'abreuvement par case. Mais ce n'est pas l'optimum. Et ce qu'on voit aujourd'hui énormément, c'est des bâtiments high-tech qui sortent de terre avec les nouvelles normes. Et en fait, il n'y a aucune norme qui, en matière d'abreuvement, me paraît encore suffisante. Je vous donne un exemple. J'ai un client qui... du coup, construisait un bâtiment pour vaches allaitantes il y a 2 ans et très bien subventionné. Et du coup, il me demande, tu as une recommandation? Et je lui dis, double tous les abreuvoirs. Donc, tous les plans étaient faits, réglementaires et tout, il n'y avait pas de souci. Je dis, double tous les abreuvoirs. Je n'avais pas vu les plans. Et puis, je vais faire ses échos de rentrée quand il range ses charolaises. Puis je lui dis, Clément, t'exagères, je t'avais dit de doubler tous les abreuvoirs. Et il me dit, mais c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pour vous dire qu'en ayant mis le double, moi je considérais qu'il n'y avait encore pas assez. En fait, mais l'avantage c'est qu'au moins on avait 2 abreuvoirs à niveau constant par case de vaches allaitantes. Ça doit être des cases d'une quinzaine. Mais voilà, je considère encore que c'est très juste dans cette exploitation avec un bâtiment tout neuf. Donc, si vous avez un projet de construction, posez-vous vraiment la question et je pense que ça a des conséquences économiques qu'on ne mesure pas. Encore un cas de cet hiver en allaitant. Donc du coup, alors le tableau il est un peu compliqué, donc on va mettre les photos qui sont après et je vais vous expliquer le cas. On peut passer derrière. Voilà. Donc ça c'est un de mes éleveurs allaitants qui fait 120, 130 vélages, très groupés. Hein, au jour de l'an, on a quasiment fini les vélages, avec des très jolis veaux, des super GMQ. C'est un très bon éleveur, sauf que il se plaignait régulièrement de veaux dès qu'il arrivait dans ce bâtiment, qu'il changeait son bâtiment, et dès que les vaches étaient mises à la repro, ces veaux deviennent moches. Vous voyez, même celui qui est formé, là, ils prennent un vilain poil, ils partent tous en diarrhée, c'est vacciné, donc on a regardé, il n'y a pas de parasites, il n'y a pas de coccidiose, et voilà, et ils perdent 1 mois de croissance et il dit de toute façon ça va mieux le jour où il retourne à l'herbe, mais enfin on a des super GMQ et puis après à partir de
de la mise au taureau, ça se casse la figure, et puis les broutards, ils sont repartis après, et voilà. Et c'est un éleveur, en fait, les vaches, c'est des vaches allaitantes, mais c'est des vraies allaitantes. Elles sont pleines de lait, hein. La croissance des petits veaux les 2 premiers mois, c'est vraiment phénoménal. Le conseil qui lui avait été donné, c'était de moins nourrir ses vaches. C'est parce que ces vaches avaient trop de lait que du coup, ces veaux n'allaient pas derrière. Et du coup, le constat que j'ai fait, alors moi je trouve ça aberrant, hein, parce que des vaches allaitantes, elles doivent faire du lait, et la meilleure croissance qu'on a, c'est avec le lait. Mais en fait, du coup, j'ai passé pas mal de temps pour examiner ces veaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la mise à la reproduction, souvent, vous savez, les vaches, elles retournent en chaleur, le niveau de production baisse. Et là, en fait, par le tableau que j'ai fait avant, j'ai montré à l'éleveur que ces veaux n'étaient encore que des monogastriques. Le rumen n'était pas mis en place. Ils avaient encore des glycémies de monogastriques. Ils n'avaient pas de développement ruminal. Alors, ils ruminaient quand même un peu, hein, et en fait, qu'ils n'ingéraient pas assez. Et le motif d'appel, là, c'est parce qu'il y a eu 2 veaux à ulcère de la Cayette quand il avait augmenté la quantité de granulés mis à disposition. Et ces ulcères de la Cayette étaient simplement dus au fait que le rumen ne fonctionnant pas assez, les granulés chantaient presque le rumen pour aller dans la Cayette, et la Cayette n'était pas du tout faite pour digérer ce granulé-là. Et du coup, là, c'est encore un cas de courant, mais là, dans les abreuvoirs, il y avait quasiment 400 millivolts. À 400 millivolts, un petit veau, ça ne boit pas. Et il y avait aussi un petit peu moins, mais des courants dans les tubulaires où il y a du foin. Et la fin de saison, je lui ai dit, là, on est pris de court, donc tu mets un bac à eau dans les parcs de retraite de veaux et des brassées de foin. Et les veaux ont été mieux avant la mise à l'herbe. Il m'a dit vraiment 15 jours après, il dit mais je ne pensais pas que mes veaux pouvaient consommer autant de foin. Il dit en fait ils ne consommaient rien. Tout ça parce qu'ils ne buvaient pas. Donc voilà, encore un cas avec des veaux. Des questions? Je vais avoir fini le temps imparti, c'est ça? Moi, j'ai une question sur la dureté du rumen quand on passe par la voie rectale. Quand vous parlez de rumen dur, si par exemple on enfonce le pouce dedans, est-ce que c'est des rumens où on n'arrive pas du tout à mettre l'empreinte du pouce? Normalement, on ne doit pas laisser nos mains dedans, là, ou notre poing dedans, en fait, hein. Moi, j'appelle ça les rumens pâte à modeler. Et quand on les fouille et que le rumen, il arrive jusqu'au bassin, là, et qu'il est tout dur, c'est pas normal. C'est un rumen desséché. Ça, c'est pas normal. Ah oui, et après, j'ai une autre question sur le débit d'eau. Vous avez parlé de 12 litres par minute. C'est l'équivalent pour veaux et vaches, c'est pareil? Ça, c'est pour les vaches, en fait. Ok. Alors, les petits veaux, moi, je saurais pas dire, c'est beaucoup moins hein, pour les petits veaux. Mais en fait, moi, j'aime pas les trucs à palette pour les jeunes, quoi. J'aime déjà pas pour les adultes, mais pour les jeunes, je préfère qu'il y ait un niveau constant, quoi. Qu'ils n'aient pas appuyé sur une palette, quoi. Ok. Donc, la deuxième partie, là, c'est sur la qualité de l'eau et les risques de développement de pathogènes. Alors, là, c'est à peu près les pathogènes qu'on peut rencontrer régulièrement. La listériose, c'est quand même très atypique ce que je vais vous dire, mais c'est parce que j'ai eu plusieurs cas en clientèle. Là, c'est pour vous montrer. Donc, j'ai eu notamment un cas sur des brebis. On va passer le film. Et où en fait, normalement, la contamination, la listériose, c'est par des ensilages mal conservés ou des enrubanés mal conservés. En petit ruminant, ça donne des fois des catastrophes parce que la capacité d'ingestion d'un petit ruminant étant faible par rapport à celle du bovin, quand il y a une botte où il y a un peu de mal conservé avec des pH supérieurs à 4 et de la listériose, ça fait tout de suite des catastrophes. Là, vous voyez, celle qui tourne en rond, c'était la 10e du troupeau. Donc, du coup, en général, on commence à le savoir. On a été appelé à la 10e, là. Mais en fait, j'ai eu à 2 fois des listérioses au pré, où il n'y avait pas d'enrubané, pas de foin de données, et où, en fait,
on n'a jamais retrouvé dans les citernes ou dans les puits, mais les choses se sont améliorées. Il n'y a plus de cas de listériose quand on a fait traiter avec simplement de la javel l'eau amenée aux animaux. Donc, du coup, voilà, c'est simplement pour vous dire, il faut quand même être vigilant. Les cas les plus dramatiques qu'on voit en listériose, c'est en petits ruminants. Mais on peut en avoir en bovin, et quand c'est de l'eau qui stagne, et la listériale est présente partout dans l'environnement, donc voilà, il faut veiller quand même à la propreté, à la qualité de l'eau, et souvent simplement l'ajout d'un peu de javel permet d'éviter ces cas qui peuvent être dramatiques. On va passer à la suite. On va passer, ça c'est encore c'est un cas de listériose en bovin. Donc le cas de listériose en ovin, il est plus que prouvé, parce que celle qui était par terre, elle n'était pas morte, mais je l'ai euthanasiée, j'ai prélevé le tronc cérébral, c'est analysé, donc on sait que c'est de la listériose. Le broutard, on l'a stabilisé, et du coup, on n'est jamais sûr à 100% que c'est ça, mais il y avait beaucoup de cliniques. Un cas de salmonellose, alors la salmonelle, elle adore l'eau, et elle adore les zones humides. Et là, en fait, c'est un cas où il y a eu inondation, débordement sur la station d'épuration du village. Et le pré des vaches taries, il est en contrebas. Et en fait, l'épisode clinique a commencé par 2 vaches taries qui sont mortes en 24 heures en périvélage. Puis des veaux diarrhée dans la journée qui a suivi, qui sont morts aussi. Diagnostic assez rapide de salmonellose, Salmonella typhimurium, mais c'est un cas qui a traîné sur 6 mois avec contamination humaine, contamination de tout le troupeau, baisse de production, impact sur la fertilité, etc., etc. Et voilà, donc du coup, il faut être vigilant par rapport à ces... alors là, c'était pas sa zone d'abreuvement, c'est la station, il y a eu des eaux d'écoulement, de ruissellement, et ces eaux étaient contaminées, les animaux ont dû aller boire dans ces eaux de ruissellement, mais en tout cas, la qualité bactériologique de l'eau, là, pour les salmonelles, pour les pseudomonas, la listériose, pour les bovins adultes, il peut y avoir des répercussions importantes. Ensuite, voilà, bon, ça c'est la salmonellose, mais c'est pas l'objet du jour, donc on va passer toute la salmonellose. Hop, simplement, remonte simplement pour que vous voyez le temps de survie des salmonelles dans l'eau, les étangs, la rivière, mais les eaux de ruissellement, entre 4 et 9 mois. Ça fait réfléchir. Et après, dans la litière et les lisiers, il y a aussi dans la litière, vous voyez, ça peut aller jusqu'à 8 mois à température ambiante. Voilà, ça fait vraiment réfléchir sur toutes les conséquences que ça peut avoir au long cours, quoi. On va avancer. Pseudomonas, alors ça, c'est pas marrant, j'en ai pas eu 36 000 cas dans ma carrière, mais quand ça arrive, c'est catastrophique. J'ai vu 4 cheptels avec des mammites, pas dans ma clientèle, des mammites à Pseudomonas. Et en fait, là, en général, c'est de l'eau contaminée et on contamine la mamelle au moment du tarissement en mettant un injecteur dans la mamelle. Et du coup, les pseudomonas sont résistants à pratiquement toutes les antibiotiques. Il y a guère que les antibiotiques critiques, une céphalosporine et une fluoroquinolone, qui arrivent à avoir une action sur ces pseudomonas. Et du coup, c'est des vaches, en fait, vous les tarissez, ça se passe bien, on arrive au village, elles vèlent, mamite, elles meurent. C'est assez dramatique. Et celles qui ne meurent pas et qui déclenchent une mamite à pseudomonas, c'est des non-valeurs économiques. Et voilà, donc il faut être vigilant. Et à chaque fois, en fait, on a mis en évidence une probable contamination de l'eau, mais c'est très difficile d'avoir de faire un bon prélèvement et d'avoir un prélèvement positif. Et une fois, c'était des voisins de réseau
hein. Donc, c'était pas forcément que sur l'eau de puits ou de citerne, quoi, hein. Voilà. OK. Les E. coli, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour les petits veaux, parce que ce sont des monogastriques. Et un petit veau, ça se contamine avec 100 000 germes, 100 000 colis. Donc, c'est facilement atteignable, hein, sur de l'eau contaminée. Notamment, on a eu des cas avec des collectes de l'eau de toiture non filtrées qui arrivent dans des poches, et ces poches servent à l'alimentation du bétail. Donc, ça peut être ça peut passer sur du ruminant adulte. Sur les petits veaux, souvent, il y a des charges bactériennes qui sont beaucoup trop importantes. Et le souci, c'est que le premier petit veau, il se contamine avec relativement peu de germes, mais il va en excréter énormément, hein, plusieurs milliards par gramme de diarrhée. Et du coup, c'est le début d'épidémie. Voilà. Voilà pour les colis. Et la crypto, c'est pareil, ça c'est un parasite, hein, qui donne des diarrhées, qui est une zoonose assez grave chez l'enfant aussi, qui donne aussi des diarrhées chez l'enfant. Et en fait, les cryptos, tout comme les coccidies, en fait, adorent l'eau. Donc, du coup, il faut aussi faire attention aux eaux de ruissellement. Par exemple, cet été, on a eu beaucoup de de coccidiose au pré sur les allaitants. Et voilà, cet été, chez nous, on a alterné canicule et eau et zone de ruissellement. Et voilà, en général, les contaminations massives, elles se font sur les zones d'abreuvement, et vers des abreuvoirs sales, contaminés, ou quand les animaux ont eu de la diarrhée dans l'abreuvoir. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Voilà, je crois qu'on a fini quasiment. Donc toujours bien vérifier la propreté, hein, des abreuvoirs, la mise à disposition. Et aussi aujourd'hui, donc on a beaucoup parlé du bâtiment, mais aujourd'hui, avec l'augmentation des températures, on va avoir dans les zones de pâturage, il va vraiment falloir être vigilant sur la mise à disposition de l'eau. J'ai suivi aussi, moi, une petite formation sur l'abreuvement des ovins, là, et en fait, il disait que à partir de 30 degrés, les quantités d'eau par brebis doublaient. Et au-dessus de 25 degrés, donc on est déjà en stress thermique, hein, pour un mouton comme pour une vache, les besoins en eau augmentaient de 30%. C'est-à-dire qu'une vache, en moyenne, on dit 4 litres d'eau par kilo de matière sèche ingérée. Une vache à 20 kilos de matière sèche ingérée, il faut déjà 80 litres d'eau. Et si on arrive à 30 degrés, il lui faut déjà 160 litres d'eau pour couvrir tous ses besoins. Donc, c'est colossal, et avec les périodes caniculaires estivales, il va falloir être de plus en plus vigilant. Moi, je croyais jamais voir ça de ma carrière, mais pas ces 2 dernières années parce qu'on a eu plus d'eau, mais l'année d'avant, avec les systèmes pompanés dans les prés, j'ai eu des vaches mortes de sous-abreuvement. Voilà, on n'est pas dans le désert, mais voilà, ça peut arriver. Voilà. Je crois que c'est fini. S'il y a des questions. On arrive au bout, donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Oui, Christian. Ça a paru à Christian. Il lève la main. Quand on a des auges en pierre, et sur les auges en pierre ou en béton, on a souvent des algues. Ouais. Est-ce que ça peut être nocif? Alors, il y a des algues qui fabriquent du cyanure, là, mais je ne sais plus lesquelles. Alors, je ne suis pas experte là-dessus, mais il y a un type d'algue qui peut être nocif, en effet. Voilà. Et après, il y a la gêne que ça peut générer pour les animaux, mais j'en sais pas plus, mais je sais qu'il y a un type d'algue, en effet, qui peut fabriquer des toxines. Et voilà.
Et après, en fait, moi, je dis toujours, il faut avoir du bon sens, quoi. Je passe devant un abreuvoir, et je mets la main dans l'eau et je sens. Et voilà, si l'eau, quoi. Déjà là, on fait 80% du travail, hein, le nombre d'abreuvoirs où ça pue. C'est impressionnant. Ben, il y a aussi un élément qui m'avait surpris, c'est 1 gramme de bouse dans 1 litre d'eau. Alors, je me suis amusée à le faire. 1 gramme de bouse, c'est strictement rien. Dans 1 litre d'eau, je peux vous assurer que c'est souvent dépassé. Et bien, rien que ça diminue la quantité d'eau bue par la vache. Je pense qu'on a trop considéré que la notion du propre, sans aller à l'analyse, en fait, elle est déjà quoi. Parce qu'il y a plein d'endroits où on dit on va faire une analyse d'eau, mais en fait, vous passez votre main dans l'abreuvoir, ça pue. On va pas faire d'analyse d'eau, on va déjà essayer de trouver une solution pour que les abreuvoirs, parce que l'analyse d'eau, elle se fait à la sortie d'eau, elle se fait pas dans l'abreuvoir. Sinon, il y a rien de conforme. Et du coup, elle peut sortir hyper bonne. C'est logique, c'est normal, surtout si c'est l'eau du réseau. Et ça veut pas dire que à l'abreuvoir, en fait, elle soit hyper bonne. Après, c'est une grosse contrainte de travail, l'entretien des abreuvoirs, c'est une grosse contrainte de travail. Donc, c'est pour ça aussi que dans les nouveaux bâtiments, il faut aussi raisonner ça, des abreuvoirs faciles à nettoyer, pas avec forcément il faut qu'il y ait une bonne réserve d'eau pour que les animaux puissent boire, mais il ne faut pas non plus que ça soit une réserve d'eau colossale parce que sinon c'est invidangeable, quoi. Alors, on a une main qui s'est levée, mais on a juste 2 questions avant dans le chat. Ça résonne un peu, mais la température d'abreuvement de l'eau, surtout en été, à quelle température est idéale? Alors, la température, j'ai pas beaucoup de données là-dessus, mais c'est simplement des constats et du bon sens. La seule chose, c'est que l'hiver, on voit bien que la vache, elle préfère boire de l'eau douce que de l'eau froide. Et c'est compréhensible parce qu'elle a un rumen qui tourne à 38, 35, 30, 39 degrés. Donc, du coup, quand l'eau, elle fait 5 degrés, quand ça arrive dans le rumen, ça doit être moyennement agréable. Par contre, l'été, la température de l'eau, c'est aussi lié à la qualité bactériologique. Parce que c'est sûr que quand il fait chaud et que si l'eau, comme on voit ces dernières années, on a des fois de l'eau qui est à 30 degrés dans des abreuvoirs, ça favorise le développement bactérien. Mais j'ai pas plus de données je peux rien vous dire de plus par rapport à ça. Est-ce opportun de mettre des cachets d'eau de javel dans les abreuvoirs de prairie? Alors moi, j'en fais mettre dans les citernes et pour le coup, ça, il faut que je recherche parce qu'à chaque fois que je recherche, j'avais pris pour la quantité en fait. Parce qu'il faut en mettre pour avoir quand même un effet bactériologique, mais sans avoir un gros effet sur l'odeur de l'eau. Mais sachant que quand on a des abreuvoirs assez longs, en fait, le chlore s'évapore. Donc du coup, ça pose pas de problème. Mais ce que je pourrais faire, c'est rechercher, parce que j'ai ça dans des fiches, mais je ne sais pas où, quelle quantité je fais mettre dans les citernes. Mais sinon, j'en fais pas mettre dans les abreuvoirs, jamais, parce que je veux pas qu'il y ait de goût non plus, quoi. Sylvain, qui avait levé la main? Oui, bonjour, Sylvain Nicolas, je suis chargé de mission pastoralisme à la Chambre de l'Hérault, donc zone méditerranéenne et animaux souvent dehors en train de consommer de la ressource assez sèche. On se pose beaucoup de questions sur l'abreuvement au pâturage et des besoins qui explosent aussi. Il y a un travail sur la mise à disposition de volumes d'eau plus importants pour effectivement assurer une bonne ingestion de la ressource au pâturage et avec des secteurs sur lesquels il n'y a pas de ressources naturelles. Donc, on met en place pas mal de systèmes de récupération d'eau pluviale avec des impluviums, des stockages sur place, etc. Donc, j'avais effectivement aussi des questions sur les modalités pour éviter des risques bactériaux
notamment sur les jeunes. Donc, voilà. Bon, ça revient à la question sur les cachets d'eau de Javel, ce qui me semble le plus simple. Mais je ne sais pas s'il existait des retours d'expérience ou des références là-dessus qui pouvaient être mobilisées. Alors, je pense qu'il y aura plus de réponses par rapport à cette question avec Pierre-Emmanuel Radig. Moi, ce que j'en connais donc nous, on a fait un peu un travail sur l'eau au niveau du département. On avait fait venir un technicien de la chambre de la Mayenne, du GDS de la Mayenne, qui avait une grosse connaissance. Donc, du coup, il dit, il faut vraiment penser aux filtres avant, parce qu'en fait, on se rend compte que désinfecter, si on laisse entrer beaucoup de matière organique dans les poches de récupération d'eau, en fait, c'est compliqué. Donc déjà, je pense que il y a vraiment eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Et il y a des filtres simples. Hein. Il nous a envoyé des photos et des choses faites avec des bidons coupés et simplement du sable, du géotextile, et pour du coup collecter les eaux de surface en fait et bien les filtrer avant l'entrée dans les poches. Et après voilà. Il y a plein de systèmes de désinfection, mais je pense que il y a beaucoup de systèmes où il y a c'est un point de vue, plus qu'une vraie expérience. J'ai une toute petite expérience, c'est celle de mon troupeau, parce que moi j'avais un troupeau de brunes et on collectait les eaux de toiture dans une grosse citerne. Et du coup, on avait une désinfection, alors je mets des gros guillemets, par les UV, avec un système qui avait été mis en place. Et en fait, j'ai été voir un jour où la citerne s'est retrouvée vide, on s'en rend vite compte avec les vaches quand on voit le trou dans le tank. Et du coup, j'ai été voir comment c'était fait. Et quand j'ai vu l'épaisseur d'algues sur les UV, je me suis dit que les UV ne devaient plus beaucoup désinfecter grand-chose, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent... il y a un peu des usines à gaz en matière de désinfection, mais nous, on n'avait pas mis de filtre, quoi. On avait un filtre, un pauvre filtre à l'entrée de la citerne de récupération des eaux de toiture. Et je pense que ça, c'était très, très mal fait. Et là, ils mettaient des systèmes de filtres avec des paliers. Et justement, pour que quand il y a vraiment des grosses quantités d'eau avec des orages, il y ait des espèces de petits réservoirs et pour collecter l'excès d'eau et que c'est des filtres à sable, à chaque fois, géotextile et sable. C'est pas coûteux, c'était du fait maison. Mais alors, je ne peux pas vous dire par cœur comment il fait parce que chaque fois, je vais rechercher ces documents. Mais en tout cas, il y en a plusieurs pour que l'eau collectée, elle soit déjà sans matière organique, quoi. Et ça, je pense que c'est important. Et après, moi, ce que je fais mettre dans mes élevages où c'est collecté dans une citerne, les eaux de toiture, je fais mettre un berlingot de Javel, quoi. Ça, j'ai les normes quelque part, mais je ne sais plus où, quoi. Mais du coup, c'est le berlingot de Javel, mais c'est à mon tout petit niveau et il faut surtout pas prendre ça pour argent comptant, quoi. Ça, il y a un travail à faire là-dessus. Mais en tout cas, déjà filtré, quoi. Christian ? On entend parler de redynamisation de l'eau. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus ? Moi non. Alors je vais pas du tout. Je sais pas. Alors j'ai suivi des formations et tout ça sur pour essayer de comprendre l'homéopathie et je ne sais pas. Et je peux pas répondre à ça. C'est comme la géobiologie. Je suis sûre qu'il y a des moments où c'est surintéressant. Mais pour ce que j'en vois, moi, en élevage, je suis appelée beaucoup en extra-clientèle. Et puis maintenant, le GDS me fait faire des visites d'élevage globales quand il y a des problèmes sanitaires. Dans beaucoup de fermes où, du coup, on est du coup parti... sur différents éléments. Jusqu'à aujourd'hui, dans 100% de mes visites d'élevage,
j'ai trouvé des choses basiques de zootechnie, sans aller loin et on a solutionné les choses avec simplement de la zootechnie, quoi, de l'alimentation, de la complémentation, du confort, du bien-être, de l'encadrement, voilà, sans sortir, sans faire des trucs coûteux et on a eu des solutions et on a eu une réponse clinique favorable dans tous les élevages où je suis allée. Donc voilà, c'est que je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais en tout cas, moi, je n'ai pas la connaissance pour vous dire ça va être bien. Et en tout cas, je pense qu'il faut toujours revenir aux fondamentaux. Parce que souvent, on cherche une solution avant de reprendre les fondamentaux. Et l'abreuvement, c'est un vrai fondamental et qui, malheureusement, je suis sûre qu'il y a 20% des troupeaux qui sont corrects, pas plus de 20% des troupeaux, hormis les systèmes herbagés purs, 100%. Franchement, moi, je vois très peu de systèmes où on est au top au niveau abreuvement, quoi. Mais voilà, ça n'engage que moi. Du coup, ça me permet de faire ça fait un peu teasing sur le prochain webinaire parce que c'est vraiment des questions que Pierre-Emmanuel Radic est en capacité de répondre. Donc lui, il abordera tout ce qui est propriété physico-chimique et structurelle de l'eau, quoi. Donc quand on dynamise l'eau, on est sur la structure vraiment de l'eau. Donc lui, c'est des questions qui creusent. Alors, il n'y en a pas forcément tout le temps les réponses, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels il va, quoi. Donc là, je pense qu'en effet, comme dit Edwige, il pourra apporter des réponses à ce niveau-là, comme sur la dureté et sur la partie bactério aussi de l'eau, quoi. Et il y avait Christelle dans le chat qui disait qu'elle voulait bien des infos sur le filtre à sable fait maison. Eh ben, j'enverrai à Lucie et puis Lucie repassera en fait le filtre. Voilà. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut encore prendre une question si vous souhaitez? Bon, je ne vois pas d'autres questions. Sandra vous a mis un petit message dans le chat si des fois vous vouliez nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, mais surtout aussi vos idées de sujets qui pourraient être intéressants à proposer, qu'on pourrait vous proposer. Voilà, vous êtes un public assez mixte, donc je trouve que c'est intéressant aussi, mais n'hésitez pas à nous dire qu'on puisse répondre au mieux à vos besoins de terrain. Voilà. Et je ne sais pas, Edwige, je te laisse dire un petit mot de fin si il n'y a pas de questions. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé pendant cette heure et demie et que, en tout cas, ça ne vous paraît pas complètement à côté de la plaque et qu'il y a quelques éléments dont vous pourrez vous servir derrière quand il y a un impact pratico-pratique, en fait. C'est surtout ça qui est important. Et voilà, en tout cas, et si certains veulent me faire part de leur expérience, on s'enrichit toujours de l'expérience des autres, donc j'en serais ravie. Et je vous remercie tous. Bon, merci à tous, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. N'hésitez pas à prendre la parole pour ceux qui voudraient, mais sinon, on vous dit au revoir et on vous donne rendez-vous le 13 janvier à la même heure.